Ils se sont baptisés eux-mêmes les enfants de génocidaires. Leurs pères ont été policiers ou militaires durant la dictature argentine entre 1976 et 1983. Ils ont longtemps vécu dans la honte et aujourd'hui, ils prennent la parole. Vous allez les rencontrer. Mais d'abord, revenons en arrière. Le processus de réorganisation nationale, c'était le nom officiel de cette dictature dirigée par les militaires qui ont pris le pouvoir à l'occasion d'un coup d'État en 1976. Ils lancèrent aussitôt une guerre sale, c'était leur propre terme, contre tous les opposants. Enlevés par les militaires ou policiers, ceux-ci devenaient des desaparecidos, des disparus. Certains étaient jetés, encore vivants et drogués, depuis des avions ou des hélicoptères dans l'océan. C'étaient les tristement célèbres vols de la mort. Elle a été kidnappée le 8 décembre 1977 et a fait partie d'un des vols de la mort quelques jours plus tard, le 14 décembre 1977. Elle et les autres ont été jetés dans la mer depuis cet avion. Et en 7 ans, la dictature va faire au moins 30 000 disparus. C'est finalement la guerre des Malouines contre la Grande-Bretagne qui va précipiter la chute de la junte en 1983. Depuis, la justice est passée. Un peu plus d'1 millier d'officiers ont été poursuivis pour violation des droits humains, certains condamnés pour crimes contre l'humanité. Mais dans beaucoup de familles, ce passé est resté un lourd secret. Alors, 40 ans après la fin de la dictature, certains de leurs enfants ont décidé de briser le silence, de se placer, comme ils disent, du côté de la vérité et de la justice. Billet retour avec les enfants de la dictature argentine. Mon père, ce bourreau. C'est un reportage d'Éléonore Vadel. Sur ce lieu de mémoire situé près du fleuve, ici je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé. Je me sens écœurée. Ça me donne la nausée. Dans le parc de la mémoire de Buenos Aires, sur ces murs de béton, figurent les noms des milliers d'Argentins disparus sous la dictature militaire. Au cours des vols de la mort, à la fin des années 70, les opposants politiques étaient drogués, puis jetés vivants depuis des avions, dans les eaux bordant la capitale. J'avais entre 4 et 10 ans à l'époque, donc j'étais très jeune. L'information avait du mal à circuler. C'est pour ça que les lieux comme ici aident à reconstruire cette histoire si sinistre, si tragique. La plupart des corps n'ont jamais été retrouvés. Les associations des droits de l'homme estiment le nombre de disparus à 30 000. Ce passé est toujours douloureux dans le pays. Il y a la souffrance des descendants des victimes, mais aussi celle des autres, ceux dont la famille n'était pas du bon côté de l'histoire. Je suis la fille d'un des pilotes des vols de la mort. Depuis que j'ai appris ce que mon père a fait, je me considère comme son ex-fille, car je ne lui permets plus d'être mon père. Florencia Lance a grandi dans un quartier cossu de la capitale, ignorant tout de la violence de l'époque. Et pourtant, tous les ans, son père organisait ses anniversaires sur le camp militaire où il travaillait. Le lieu est préparé pour une fête d'enfants avec des ballons. Tout ce qu'on peut voir lors d'un anniversaire pour enfants. Sauf que le lieu est à l'intérieur d'un camp de concentration, à quelques mètres des pistes d'où décollaient les vols de la mort. Tout bascule le jour de ses 11 ans, quand un ami lui explique ne pas pouvoir venir à son anniversaire. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir parce qu'à l'endroit où je fêtais mes anniversaires, on assassinait des gens. Ça a été un choc très fort pour moi. Je ne m'en suis pas remise. Juste après, j'ai demandé des explications à mon père et il n'a pas nié. Il a dit qu'il était un officier militaire entraîné pour servir la dictature. Alors, jeune adolescente, il faudra à Florencia des années pour réaliser la gravité de ses aveux. À sa majorité, elle rompt tout contact avec son père. Elle n'entendra parler de nouveau de lui que 25 ans plus tard, lors de son procès, où il est condamné à la prison à perpétuité. C'est juste impossible que je puisse accepter ce qu'il a fait.
Que ce soit la même personne que j'aimais, avec laquelle je jouais, je riais, de me dire que juste après, la même nuit, il me laissait puis il allait piloter un avion pour jeter des personnes vivantes dans la mer ou dans le fleuve. C'est impossible que je lui pardonne. Si Florencia accepte de témoigner, c'est pour assurer le travail de mémoire dans son pays. En Argentine, elle n'est pas la seule enfant de bourreau à vouloir faire entendre sa voix. Analia Kalinek a monté une association. Celle-ci regroupe les membres des familles de criminels de guerre qui ont, comme elle, décidé de rompre avec leur héritage familial. Nous nous organisons justement pour nous opposer à la tradition, aux injonctions qui nous ont toujours placés dans l'imaginaire social, dans la même lignée idéologique que celle de nos pères criminels. Ce jour-là, au Festival du Livre de Buenos Aires, Analia présente l'ouvrage d'une auteure chilienne qui s'est inspirée de son histoire personnelle. Destiné aux enfants, il raconte la vie d'une famille de loups dont le père se révèle être un assassin. C'est une situation dont on ne parle pas dans notre société, dont on ne parlait pas et qui émerge depuis peu. À la fin des échanges, une jeune femme vient à sa rencontre. Elle se présente comme petite fille de criminels de guerre. Elle aussi, c'est la petite fille d'un bourreau. Oui, c'est pour ça, je l'ai entendu parler. Donc tu es restée? J'ai beaucoup de souvenirs de mon grand-père, c'est très fort. C'est vraiment bien que tu sois venue nous voir. N'hésite pas à m'écrire, d'accord? L'association d'Analia fédère aujourd'hui plus de 120 personnes en Argentine. Très peu quand on sait que plus de 1000 individus ont été condamnés dans le pays pour crimes contre l'humanité. Ces événements publics sont donc essentiels pour libérer cette parole encore taboue. Analia a d'ailleurs écrit un livre sur sa relation avec son père tortionnaire de la dictature. Nous pensons qu'à partir de nos témoignages, nous pouvons encourager d'autres personnes à parler. Très souvent, sans le vouloir, nous restons soumis à cette loi du silence, parce qu'on ne veut pas rompre nos liens familiaux. Mais voir que d'autres ont réussi à le faire, ça permet d'ouvrir d'autres possibilités et façons de penser. Analia est une femme révoltée, une enfant désobéissante, d'où le nom de son association, Historias Desobedientes, littéralement « Histoire désobéissante ». La désobéissance se fait d'abord vis-à-vis de ces injonctions de loyauté à la famille, à ces injonctions qui nous mettent dans une position où on devrait soutenir de manière indéfectible nos pères criminels. Et nous, on vient réfuter ça. Son collectif, le premier du genre dans le monde, est né il y a 6 ans alors qu'une loi faisait polémique, réduisant considérablement les peines de prison des bourreaux de la dictature. Analia et une poignée de compagnons décident de manifester en s'identifiant pour la première fois comme enfants de criminels de guerre. Ça a été très frappant de voir la réaction des gens quand ils ont vu notre affiche. Il y a ces 2 hommes qui se sont approchés pour nous dire de faire attention, qu'on avait fait une erreur sur la pancarte et qu'on pourrait croire qu'on était des enfants de criminels de guerre. Ils étaient perplexes parce que c'est quelque chose de difficile à concevoir. 1 à 2 fois par mois, les membres de l'association se réunissent par appel vidéo pour parler du futur du collectif. On est en train de réfléchir à faire une vidéo institutionnelle. Ah, ce serait super. Quelque chose de 2 minutes qui nous servirait de présentation et qu'on pourrait utiliser sur les réseaux. Échanger au sein d'un groupe a permis à ces Argentins de sortir de leur solitude. C'est le cas pour Leonardo Miranda, membre de l'association depuis 4 ans. Pour le retrouver, nous parcourons plus de 1000 km jusqu'à la ville de Mendoza, au nord-ouest du pays. Il nous a donné rendez-vous au Departamento dos de Informaciones, un ancien centre de torture. Il a été dirigé par le père de Leonardo pendant la dictature. Au moins 200 personnes y ont été séquestrées. Aujourd'hui, c'est devenu un site de mémoire et c'est un lieu très lugubre, avec une énergie très difficile à supporter. Leonardo a passé 42 années de sa vie dans l'ignorance la plus totale, jusqu'à ce que son père soit arrêté et jugé pour crime contre l'humanité en 2012.
J'ai assisté à presque toutes les audiences du procès. J'ai écouté les témoignages, en attendant qu'ils soient disculpés, que ces documents, ces témoignages, prouveraient qu'ils n'avaient rien à voir avec tout le processus de disparition, de détention et d'homicide. Mais c'est tout l'inverse qui s'est produit. Ça a confirmé qu'il n'était juste pas possible qu'il ne soit pas un responsable direct. Il assiste à la condamnation à perpétuité de son père. Il approuve cette sentence, malgré les pressions de sa famille. Mes frères et les autres membres de ma famille ne m'ont pas compris. Ils n'acceptent pas que je puisse être du côté de la défense des droits de l'homme et pas du côté de mon père. Pour eux, c'est une trahison. Pour se reconstruire, Leonardo a fait appel il y a 9 ans à une psychologue. Le seul moyen pour lui, encore aujourd'hui, de ne pas sombrer. Quand le procès a débuté, j'ai commencé à sentir comme un manque d'oxygène. En fait, ma vie était en jeu. Parce que l'enjeu de ce procès, c'était mon père, mon histoire, ma famille. Son combat a été de sauver le père. Il ne pouvait pas comprendre comment ce père passionné, heureux avec sa musique, sa guitare, ses amis, comment il pouvait avoir un lien avec cet autre individu qu'il était en train de découvrir. Leonardo vit déchiré entre deux images, celle du père bourreau et celle du père bienveillant. Malgré cela, il lui rend visite tous les mois. L'ancien militaire purge sa peine à domicile, à quelques kilomètres. À cet endroit précis, on est à 10 pâtés de maison de la maison de mon père. Et je continue à me dire, est-ce que je vais le saluer ou est-ce que je n'y vais pas? Cette contradiction est présente en permanence. Et j'ai la certitude que ce sera comme ça jusqu'à ce que mon père meure. Analia a choisi une voie différente pour se réconcilier avec son passé traumatique. Elle a commencé à rencontrer des survivants de la dictature et des proches de victimes. Et puis Mathias est entré dans sa vie. Comment ça va, Mathias? Viens me faire un câlin, c'est trop bien de te voir. C'est trop bien d'être ici. Tous les deux se sont vus pour la première fois il y a des années lors d'une conférence. À cette époque, ils ignoraient tout du lien qui les unit. Je ne savais pas que tes parents avaient disparu dans le centre clandestin de l'Atlético. Et toi, tu ne savais pas non plus que mon père avait été condamné pour ses crimes dans l'Atlético. Ça, on ne s'y attendait vraiment pas. C'était fort. Ce n'était pas juste la fille d'un criminel quelconque, mais la fille d'un responsable du circuit répressif dont ont été victimes mon père et ma mère. En dépit de ce gouffre immense, Analia et Mathias ont réussi à tisser un lien d'amitié très fort. J'ai vécu cette rencontre comme une victoire et comme un défi. Une victoire parce que Analia n'est pas devenue ce que son père aurait voulu qu'elle devienne. Et aussi un défi parce qu'au moment où on s'est connus, je ne savais pas grand-chose d'elle. Il a fallu que je lui fasse confiance. Pour nous, les enfants de criminels, ces rencontres nous soulagent énormément. Ça me semble très sain, très réparateur pour la société. Encore aujourd'hui, Mathias ignore où reposent les corps de ses parents. Une peine d'autant plus grande qu'il a appris des années plus tard que sa mère était enceinte lors de sa séquestration et qu'il a donc peut-être un petit frère ou une petite sœur quelque part. Cette année, l'Argentine célèbre les 40 ans de sa démocratie. Et le travail de mémoire traverse tout le pays, jusqu'aux salles de théâtre. Nicolás Ruarte est un metteur en scène de 33 ans, dont les deux grands-pères ont activement participé à la dictature.
Il a créé une pièce dans laquelle il raconte son histoire et sa quête de la vérité. C'est une des scènes qui me touche le plus. J'ai écrit toutes les paroles, puisque c'est un résumé des différents moments de ma vie, de ces discussions avec mon grand-père, de son point de vue sur ce qu'est la vérité, ce qu'a été la dictature. Mon grand-père et la grande majorité des militaires ne se sont jamais repentis. Et ce tango montre ça. Des mecs fiers de ce qu'ils ont fait. S'il a choisi de militer à travers l'art, c'est pour se défaire du poids de son héritage familial, mais aussi pour éviter que l'idéologie de la dictature puisse surgir de nouveau. Le silence bénéficie à ceux qui ont du pouvoir, aux militaires. Et le mieux que l'on puisse faire, c'est de parler de ces choses, de continuer à remuer le passé et de raconter ces histoires de tous les points de vue possibles. À l'étranger, dans les pays ayant connu une dictature, la parole de ces enfants et petits-enfants de criminels de guerre inspire d'autres personnes à l'histoire similaire. En Amérique du Sud ou en Europe, des descendants de bourreaux commencent eux aussi à mettre fin à la loi du silence. Et voilà pour ce reportage en Argentine, 40 ans après la fin de la dictature. Un reportage que vous pouvez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.